Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. L'ensemble des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'Europe et d'Asie centrale réunies à Monaco pour la 3e édition du Leadership Meeting, une rencontre, vous le verrez, stratégique pour aborder les défis humanitaires actuels. Puis nous irons au Japon, où vient de se refermer l'exposition universelle à Osaka. Entre émotion et réussite, nous ferons le bilan avec Mireille Martini, commissaire générale du pavillon de Monaco. À quelques heures de la soirée de proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre à la Salle Garnier, Jean-Charles Curot sera notre invité ce soir pour nous parler de ce cru 2025. Elle est de tous les temps forts de la principauté, où Cantine d'Aroca fête cette année ses 30 ans. L'occasion de faire un coup de projecteur sur cette chorale qui fait vivre le patrimoine culturel monégasque. Et puis à la fin de ce JT, un concours un peu particulier qui vous mettra l'eau à la bouche, le championnat de pâté croûte à déguster sans modération. Mais avant de développer ces titres, ce lundi 13 octobre a été marqué à l'international par la libération des otages israéliens retenus par le Hamas depuis 2 ans. Dans une dépêche adressée au président Isaac Herzog, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a fait part de son profond soulagement. Il a tenu à saluer tous les efforts déployés en faveur de cette libération, ainsi que le courage des familles. Le prince souverain exprime, je cite, « le vœu sincère de voir les peuples du bassin méditerranéen se rassembler autour des valeurs fondamentales de paix, de dialogue et de respect de la dignité ». Et cette actualité a été au cœur des actions du CICR sur place, mais elle a fait aussi partie des échanges lors de la 3e édition du Leadership Meeting qui se déroule actuellement à Monaco. Elle réunit les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'Europe et d'Asie centrale. Une rencontre stratégique, comme vous le dévoilent Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal dans ce reportage. Le prince Albert II et son épouse ont été accueillis ce lundi matin au Novotel par environ 100 participants, représentant 43 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de la zone Europe et Asie centrale, que ce soit la Lituanie, la Finlande, l'Azerbaïdjan, la Grèce, l'Espagne, la France ou encore par exemple la Géorgie. C'est la première fois qu'on organise ce type d'événement, c'est le 3e sommet de ce type qui est organisé. C'est notre appartenance à la fédération et c'est notre communauté de destin avec les petites Croix-Rouges et les grandes Croix-Rouges européennes et d'Asie centrale. On discute des éléments essentiels pour la fédération, ça veut dire la gouvernance au niveau du mouvement. Vous savez qu'il y a le CICR et il y a la FICR, c'est 2 entités qui ont des missions un peu différentes. Le CICR, c'est les zones de conflit et la fédération, c'est les activités au quotidien et puis les catastrophes naturelles. Donc c'est comment est-ce qu'on fait interagir au sein du mouvement le CICR et la FICR et qu'est-ce que nous, société nationale, ça veut dire comme Monaco, on peut contribuer à l'effort global qui est fait au niveau du mouvement. Du 12 au 14 octobre, 43 sociétés nationales d'Europe et d'Asie centrale sont donc réunies pour répondre aux besoins humanitaires émergents dans une période où les crises internationales progressent. Aujourd'hui, c'est des crises qui se succèdent et même plusieurs crises à la fois. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge, de par ses principes, sa neutralité, son impartialité, peut faire beaucoup et essayer de faire dialoguer les personnes ensemble. Donc c'est de plus en plus important et je crois qu'effectivement, on a un rôle crucial à jouer. Si on suit l'actualité du jour, la libération des otages israéliens, aujourd'hui, c'est organisé par le CICR. Ça veut dire le mouvement de la Croix-Rouge est un mouvement central sur l'humanitaire. Et le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la sécurité de nos humanitaires. Plus de 50 humanitaires de la Croix-Rouge sont morts depuis 1 an et demi, ce qui veut dire qu'on est devenu aussi la cible. Donc il y a aussi la question des règles de guerre, de toutes les conventions de Genève qui doit être respectée, qui doit être appliquée pour assurer que nos humanitaires puissent intervenir auprès des personnes qui en ont besoin. Cette réunion, qui s'achèvera mardi, marque également le 60e anniversaire des principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, proclamés en 1965 à Vienne. Ce sont au total 7 principes fondamentaux, comme par exemple l'humanité, l'impartialité, la neutralité ou encore l'indépendance. Nous vous emmenons au Japon à présent, où le rideau est tombé sur l'exposition universelle d'Osaka. 6 mois après son ouverture, l'événement aura été un véritable succès populaire. Près de 28 millions de visiteurs ont découvert les pavillons du monde entier, dont celui de la principauté, qui avait composé autour du thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Malgré le décalage horaire, la commissaire générale du pavillon de Monaco nous fait le plaisir d'être notre invitée ce soir. Bonsoir Mireille Martini.
Bonsoir. Est-ce qu'il y a un petit pincement au cœur ce soir après la fin de cette exposition universelle à Osaka? Oh, c'est plus qu'un petit pincement au cœur, c'est un gros pincement au cœur. Oui, oui, bien sûr, c'est la fin de cette aventure de 6 mois qui a été extraordinaire et mémorable et ça va être très difficile. Là, dans quelques instants, je vais accueillir notre dernier visiteur et ça sera, je pense, un moment assez intense pour toute l'équipe. C'est un mélange d'émotions, un peu de nostalgie et énormément de fierté aussi, j'imagine. Ah, bien évidemment, le pavillon a connu un succès fou et on est très fiers d'avoir pu participer au rayonnement de Monaco dans ce pays magnifique qu'est le Japon et auprès d'autant de visiteurs. Oui, justement, combien de visiteurs ont été accueillis au pavillon de Monaco? Alors, je pourrais pas vous dire le chiffre exact puisqu'on n'a pas encore tout vérifié. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les organisateurs de l'exposition voulaient atteindre le chiffre de 28 millions de visiteurs. Ils ont atteint ce chiffre puisque les 3 dernières semaines ont été très intenses en termes de fréquentation. Et le pavillon a fait un peu plus de 5% du visitorat total. Donc, nous avions cet objectif de 5%, nous le dépassons, donc on est ravis. Comment expliquer ce succès, Mireille Martini? Quels sont les retours que vous avez eus de la part des visiteurs qui ont eu la chance de découvrir ce pavillon de Monaco? Écoutez, je crois que déjà au niveau de l'architecture, notre pavillon, c'est assez était assez singulier par rapport aux autres pavillons, puisque même si il était d'une taille plutôt modeste par rapport à d'autres, ce parti pris d'avoir concentré ce pavillon autour d'un jardin et d'avoir quelque chose de très aéré et d'avoir un pavillon tout en rondeur et très élégant déjà a fait que les visiteurs étaient assez attirés par ce pavillon d'un point de vue extérieur. Ensuite, bien évidemment, il y a l'image de Monaco au Japon qui est très connue pour le Grand Prix, mais aussi par la princesse Grace. Et les visiteurs ont été très étonnés. Ils s'attendaient peut-être à voir beaucoup plus Monaco sous son angle touristique. Et ils ont été agréablement surpris de voir que notre scénographie était essentiellement concentrée sur toutes les actions que Monaco mène en termes de protection de l'environnement. Cette réussite du pavillon de Monaco, c'est celle de toute une équipe, de votre équipe? C'est ça. Tout le monde a été impliqué. Alors, on est à peu près une vingtaine de personnes de Monaco, mais on a aussi une trentaine de personnes de nationalité japonaise recrutées sur place. Et tout le monde a participé à faire de ce pavillon une réussite à tous les niveaux. Et c'était une belle aventure. Ça a été une belle aventure humaine aussi. Et quels sont les souvenirs que vous garderez en tête de cette aventure à Osaka? Ce que je retiendrai le plus, c'est cet esprit propre aux expositions universelles, c'est-à-dire que tous les pays sont réunis. C'est un esprit d'échange et de fraternité et d'amitié entre tous les pays et avec les visiteurs, et c'est ça qui est important, surtout aujourd'hui. On va vous laisser savourer cette dernière journée à Osaka, à l'exposition universelle. Mais c'est quoi la suite à présent pour le pavillon Monaco? Quelle sera la prochaine exposition et où va-t-elle avoir lieu? Alors, pour le pavillon, là, nous allons s'occuper du démantèlement du pavillon pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et puis par la suite, nous allons préparer notre participation à l'exposition spécialisée de Belgrade en 2027. Et nous verrons par la suite pour 2030 pour Riyad. En tout cas, profitez bien encore de cette exposition à Osaka. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le Japon et félicitations au pavillon de Monaco pour ce rayonnement à l'international. Merci beaucoup Mireille Martini.
Merci à vous, un grand merci. De retour en Principauté avec l'été qui joue les prolongations sur la Côte d'Azur, alors que nombreux sont ceux qui profitent encore des joies de la plage. De nouvelles opérations pour protéger le site balnéaire du Larvoto ont débuté dernièrement. Elles dureront jusqu'en avril 2026 et ont plusieurs objectifs. Comment vont se dérouler ces travaux? Élément de réponse au micro de Christinda Petit-Homel avec Romain Marcel, directeur de projet à la direction des travaux publics. La deuxième phase, elle consiste à réaliser 3 nouveaux îlots qui vont se réaliser d'octobre 25 à avril 2026 et qui vont permettre de favoriser la protection de la plage vis-à-vis des phénomènes de submersion et d'érosion, tout en permettant le développement écologique de la faune et de la flore marine dans l'anse du Larvoto. Alors les 4 îlots ils seront tous identiques, ils seront constitués d'une part de blocs d'enrochement. C'est des gros rochers qui sont dimensionnés pour résister à des épisodes de tempête extrêmes. Et ensuite, ils vont également recevoir des modules d'éco-conception. Donc ces modules d'éco-conception, ce sont des blocs artificiels qui, par leur forme et leur rugosité, vont permettre le développement et la colonisation de nouveaux écosystèmes. Les travaux de démolition de la digue centrale seront bruyants mais respecteront les seuils de l'arrêté ministériel. On restera dans les seuils légaux. Et on mettra en place des mesures pour réduire les nuisances sonores, notamment des bâches acoustiques. Pendant toute la durée des travaux, l'accès à la plage et au commerce sera possible sans restriction. En revanche, au droit de la zone de travaux, la baignade est interdite, mais donc uniquement au niveau du plan d'eau côté Maréterra. Parlons à présent de l'une des plus anciennes récompenses remises en Principauté qui honore la création contemporaine. Mardi, la Fondation Prince-Pierre, présidée par son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, distinguera des auteurs, des artistes pour leur travail, un prix prestigieux qui a décoré par le passé de nobles noms. Pour en parler, le secrétaire général de la Fondation Prince-Pierre est en duplex avec nous. Bonsoir Jean-Charles Curot. Bonsoir Émilie. Nous sommes à quelques heures de la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation Prince-Pierre. Comment est l'ambiance au sein des différents conseils? Alors écoutez, a priori, les conseils sont ravis de se retrouver à Monaco. Il fait très beau, même en fin de journée, comme vous pouvez constater. Et hier, justement, je vous raconte une anecdote. Un membre du conseil musical me disait, mais tu sais, il n'y a qu'à Monaco que ça se passe comme ça. On peut se rencontrer, on travaille, mais on a aussi du temps pour discuter, pour échanger, pour faire famille, me dit-il. Et je pense que le Prince-Pierre en aurait été très heureux. Oui, ce sont des conseils qui sont composés de grandes personnalités. Oh, il n'y a que les meilleurs. Mais la particularité de notre fondation, c'est que les conseils sont constitués de pairs. Je le dis chaque année, mais ce sont des compositeurs qui jugent les compositeurs, des auteurs qui jugent les auteurs, etc. Ce ne sont pas des éditeurs, des galeristes ou des patrons de salles de concert, vous voyez, ce sont des pairs. Sans pour autant donner une piste sur les lauréats, Jean-Charles Curot, comment vous pourriez qualifier le cru 2025? Je vais faire la même chose que font les patrons de châteaux. Vous savez, chaque année est exceptionnelle. Il y a des années plus difficiles, il a plu, il y a eu du soleil, il n'y a pas eu assez de soleil, il y a eu trop de pluie, mais le cru est quand même exceptionnel. C'est une année exceptionnelle. Cette année, un accent est mis sur le prix international d'art contemporain. C'est un prix qui est remis tous les 3 ans, c'est ça? Tous les 3 ans, qui fait l'objet, comme les autres prix, de réunions de membres du conseil, qui sont eux-mêmes des artistes, ou des curateurs, enfin des personnes qui sont vraiment investies dans ce milieu difficile et passionnant. Et cette année, nous allons avoir, moi je connais déjà le nom de la personne qui est lauréate, je ne vous le dirai pas évidemment, mais une personnalité vraiment exceptionnelle. Globalement, Jean-Charles Curot, c'est vraiment la création contemporaine dans son ensemble qui est récompensée depuis près de 60 ans. Depuis plus de 75 ans pour ce qui concerne le littéraire, mais oui, depuis plus de 60 ans en général, la création contemporaine, en tout cas les 3 piliers que sont la musique, la littérature et les arts plastiques. Et le souhait du Prince-Pierre était d'abord que les gens se rencontrent, mais aussi de promouvoir, de trouver, de célébrer et de promouvoir ces artistes qui font notre présent et surtout notre futur. Et aujourd'hui, quelle est la place d'un prix de la Fondation Prince-Pierre dans la carrière d'un auteur ou d'un artiste? Alors, en ce qui concerne, c'est à peu près la même chose pour les 3. Ce sont des prix qui sont extrêmement prisés dans le milieu.
L'idée du prix, c'est bien sûr de donner des moyens de création, puisqu'ils sont bien dotés, et donc ils donnent aux auteurs, aux créateurs des moyens de travailler sans s'inquiéter de leur quotidien. Mais c'est surtout un prix de reconnaissance. Comme je vous le disais en entrée, ce sont des pairs qui choisissent. Donc imaginez-vous, pour un contrebassiste, être salué par les contrebassistes comme le meilleur contrebassiste, c'est vraiment un prix. Et puis il y a un jury particulier, ce sont les lycéens qui tout au long de l'année se mobilisent pour remettre leur propre prix, le coup de cœur des lycéens. Il est important de les associer dans ce projet. Alors nous avons 2 prix pédagogiques, le coup de cœur des lycéens pour la littérature, le coup de cœur des jeunes mélomanes pour la musique. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit pour nos jeunes gens et jeunes filles d'entrer dans la réalité de la création. Et la princesse Caroline, notre présidente, tient particulièrement à intégrer dans notre recherche et dans notre diffusion les adultes de demain. Eh bien, merci beaucoup Jean-Charles Cureau. On l'a bien compris, il faudra attendre demain soir pour connaître les lauréats de la Fondation Prince Pierre. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Elle anime depuis des décennies les fêtes populaires ou moments forts de la principauté. La chorale ou Cantine d'Aroca fête cette année ses 30 ans. Et c'est bien entendu en chanson qu'elle a célébré cet anniversaire dimanche soir dans la halle du marché de la Condamine, en présence notamment de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et du maire Georges Marsan. Retour sur cette soirée avec Théo Schumer, Camille Caloni, Hugo Comassa et Gaëtan Chodzko. Créée en 1995, la chorale ou Cantine d'Aroca a su se faire une place dans le cœur des Monégasques. Moi, si je connais bien Monaco, oh, j'y suis né, je suis de la Roca, je suis monégasque. Et alors, Monaco, je peux vous en parler, hein. Je peux même le chanter. Voilà pourquoi c'est avec eux qu'elle a souhaité fêter ses 30 ans. Un concert spécial préparé sur mesure et à la baguette par l'emblématique Françoise. On est très émus parce que cet anniversaire, j'y pense depuis un an et j'espérais que ça se réalise et ce soir ça se réalise. Donc c'est un grand bonheur pour nous tous et pour tous ces anciens qui sont là avec nous et qui chantent depuis 30 ans. Aujourd'hui, 19 personnes composent le chœur. L'équipe a bien évolué depuis ses origines, mais l'esprit n'a pas changé. Chanter le patrimoine monégasque dans la langue du pays. C'est d'ailleurs lors des cours de monégasque pour adultes qui étaient dispensés en 1993 au Comité national des traditions monégasques que par l'idée d'une chorale, portée par le musicien et auteur-compositeur Jody Pasqua et ses amis, une véritable histoire de famille. Je suis rentrée quand Jo était à l'école de monégasque. Et donc on était un petit groupe, il y avait Eliane Moulot qui était mon amie et qui m'a dit quand j'ouvre l'école dialectale, tu viens, et je suis allée. Et après, de fil en aiguille, eh bien, on a chanté et puis je suis toujours là. Et puis ça me plaît, notre groupe est formidable. Donc je continue, j'ai pas vu le temps passer. Elsa n'est pas la seule à figurer parmi les anciens présents depuis les tout débuts du groupe. Il y a également ceux qui ont toujours assisté aux représentations de la chorale lors des événements du pays, notamment ses coutumes religieuses. J'ai enseigné la langue monégasque pendant de très nombreuses années, donc je suis très admirative de ce qu'ils font parce qu'ils participent vraiment à la valorisation et à la transmission de notre patrimoine linguistique national. Au Cantine d'Aroca est toujours présent chaque année à l'occasion de la remise des prix du concours de langue monégasque. Et donc nous sommes particulièrement heureux et fiers de les accueillir chaque année puisqu'ils chantent l'hymne national en début de cérémonie. Donc voilà, c'est un groupe que nous affectionnons particulièrement en mairie ainsi. La soirée s'est terminée avec un cocktail et bien sûr le gâteau des 30 ans coupé par le Prince Albert II à qui le groupe a remis une petite surprise. On a enregistré un disque, voilà, ça c'est la surprise. Et le Caroubé, c'est la chanson qui a été créée. Eh bien, on donnera la partition au souverain avec le cadeau. Voilà. Quand vous ouvrez la pochette, on a dit un CD, oui, mais aussi avec une clé USB. Parce qu'aujourd'hui, je mets au défi ceux qui ont encore le Walkman ou l'appareil pour lire les CD. On ouvre à présent une page sport et on peut dire que Monaco a brillé ce week-end. À côté du sacre historique de Valentin Vachereau à Shanghai, on peut associer la performance de Quentin Antonelli et Gaia Umbra Chiavini. Ils sont devenus vice-champions d'Europe d'aviron de mer à Antalya, en Turquie, juste derrière la France.
En basket, la Roca Team a remporté son duel face à Paris en Betclic Elite. Les joueurs de Spanoulis se sont imposés 99-94 après avoir pris le match en main et ce malgré les assauts des Parisiens. Cap à présent sur l'Euroleague, Monaco se déplace à Bologne mercredi et recevra Valence vendredi. Victoire également du MBA en Ligue 2 féminine. Les Monégasques ont largement dominé Fétia 79-65 et signent leur première victoire de la saison en championnat. Elles pointent désormais à la 8e place du classement avant une opposition face à un sérieux concurrent, Voiron. Les basketteuses du MBA ont été imitées par les filles de l'AS Monaco Volley. Elles sont allées chercher un précieux succès à Toulouse face à l'IFVB 3-7-1. Un match solide et maîtrisé qui confirme leur bon début de saison en élite. Et puis en football, la toute jeune équipe du Monaco United a battu l'AS Moulins avec la manière dimanche 25-1. Les joueuses de Marco Simone ont imposé leur rythme, leur permettant de conserver leur première place au classement de D1. Une nouvelle galerie vient d'ouvrir en Principauté, c'est au cœur de Maréterra, le nouveau quartier emblématique de Monaco, que la galerie Olivia Cognier a choisi d'ouvrir ses portes jusqu'au mois de décembre. Présentation de ce nouvel espace artistique avec Christine Dapetit-Homel sur des images de Lionel Bernardi. Entre mer, art et architecture, ce lieu imaginé par Renzo Piano incarne l'élégance contemporaine et la lumière méditerranéenne. Et c'est dans ce nouvel espace baigné de clarté que l'artiste Olivia Cognier expose ses pièces emblématiques comme ses sculptures et ses céramiques monumentales, des œuvres spécialement créées pour cette exposition éphémère qui dialogue avec les lignes pures du lieu, car habituellement l'artiste privilégie le sur-mesure. On voulait montrer un panel de notre travail en lave émaillé, céramique, il y a du travertin, de la pierre, il y a des tapis, il y a aussi du verre en technique de fusing. Donc on voulait montrer un peu tous nos savoir-faire et des œuvres très différentes dans un espace blanc, un white cube à Maréterra. Je travaille beaucoup avec les architectes en général, donc ça dépend de leurs projets, des maisons. Et donc on crée les œuvres in situ. Donc évidemment, les maisons de la Côte d'Azur ont vraiment un sens particulier, une histoire, et on essaye de répondre à l'architecture avec des pièces très personnelles, parce que c'est que mon univers personnel, mais à exposer et installer dans ces maisons au bord de mer, dans ces couleurs, avec la végétation si particulière. Moi, je suis très inspirée par l'architecture en général, qu'elle soit brutaliste ou moderniste, et aussi tous les artistes de l'art moderne. J'étais en Californie longtemps, donc j'ai été aussi inspirée par l'environnement et la Côte d'Azur, puisque je suis née dans ce coin-là. Pensée comme une prolongation artistique de la Principauté vers la Méditerranée, la galerie vous invite à une véritable expérience sensorielle, et ce jusqu'au mois de décembre. Un nouveau souffle pour l'art contemporain que vous pourrez retrouver au 8 quai du Petit Portier à Maréterra. Le championnat du monde de pâté-croûte a fait étape à Monaco. Une sélection était organisée mardi dernier au Monte Carlo One pour départager les 11 candidats en compétition en vue de représenter la Principauté lors de la finale le 1er décembre à Lyon. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal y ont assisté, voyez leur reportage. C'est un événement aussi sérieux que gourmand où l'art du feuilletage se dispute à celui de la farce. Ils étaient 11 candidats, tous professionnels, venus défendre leur interprétation du pâté-croûte, ce plat emblématique qui fait l'objet d'un championnat du monde chaque année. Aujourd'hui, donc, on a fait un éliminatoire au Mexique, on a fait éliminatoire au Canada hier, on a fait éliminatoire en Suisse. On fait Monaco aujourd'hui. Hier, c'était Canada-États-Unis. Donc, c'est un vrai championnat du monde. Et nous, à chaque fois qu'on a un éliminatoire, j'explique bien à tous les membres du jury qu'on est là pour avoir le meilleur. Donc, on a des repères qui nous font qu'on peut éliminer les moins bons ou ceux qui représentent moins ce qu'on veut, notamment la gelée. S'il manque de la gelée, ça arrive que de temps en temps, la gelée, elle a coulé. Et quand on coupe la tranche, il n'y a pas de gelée. Donc là, on enlève et on met 0 directement, donc le candidat, il n'a aucune chance d'être sélectionné. Chaque pâté-croûte a demandé de longs préparatifs, dans la conception tout d'abord, puis dans l'exécution. De longues semaines de travail pour aboutir à des créations toutes plus appétissantes les unes que les autres. On a travaillé sur un terre-mer, ce qui n'est pas commun et
qui est dans le but de surprendre un petit peu. Je suis parti d'une feuille blanche et puis après j'ai mis tout ce que j'aimais en fait. Tous les aliments que j'aime manger, j'ai mis dedans. Principalement le veau, donc tout ce qui est les abats, les riz, les rognons, le foie de veau. Et voilà, donc j'aime tout ça. Donc j'ai fait un maximum que ce soit le mieux possible au niveau assaisonnement et présentation. Pour le jury présidé par le prince Albert II et composé notamment de chefs étoilés, de meilleurs ouvriers de France et même d'un champion du monde de pâtisserie, il s'agissait aussi d'une épreuve, mais d'une douce épreuve, puisqu'il leur a fallu déguster et juger 11 pâtés croûtes différents. On porte notre attention sur plein de choses. Déjà le visuel, vraiment qui donne envie, qui est la cuisson, cette appétence en fait, ce côté pâte dorée, cuite, les dessins ou les motifs que le chef a voulu représenter, et ensuite on va le goûter. Donc là on va noter la gelée qui a une grande importance, c'est vraiment ce qui va apporter ce côté, cet assaisonnement, qui va apporter du goût. Et puis bien sûr cette texture ensuite. Donc voilà, je vais devoir mettre ma fourchette et mon couteau pour vous en dire un petit peu plus. Là on voit que la découpe est très belle. Ce qui est agréable, c'est qu'il a beaucoup de goût. Et ça c'est vraiment chouette, on ne veut pas quelque chose de plat, de fade, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Le vainqueur, Kota Suzuki, Grill de l'Hôtel de Paris. Et c'est un talent de la Société des Bains de Mer qui l'a emporté. L'un des chefs du Grill de l'Hôtel de Paris a séduit les papilles. Moi, je suis vraiment content parce que j'aime bien de cuisine française. En plus, cuisine classique comme cuisine pâté croûte, ça c'est beaucoup de techniques, beaucoup de... Voilà, pour amour, tout ça aussi. Donc moi, je suis... Comment dire, ouais. c'est ça de sucré, ouais. Rendez-vous maintenant le 1er décembre à Lyon pour Kota Suzuki, le représentant monégasque d'origine japonaise. L'an passé, c'était justement un chef japonais officiant à Tokyo qui avait remporté le championnat du monde de pâté croûte. Un reportage très appétissant. Un rendez-vous à noter dans vos agendas maintenant. Jeudi, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sera en concert au profit de l'association Soupe de Nuit. Dirigé par Philippe Binder, il réunira notamment sur scène François-René Duchâble. Le pianiste virtuose avait été choisi pour le concert d'intronisation du prince Albert II. Plus d'informations sur ce concert caritatif sur les réseaux sociaux de Soupe de Nuit. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo d'Alban Gingembre avec, on l'espère, une amélioration du côté du temps. Ce soir, nos photos de fin de JT sont une invitation au voyage. Manuel Vitali et Stéphane Dana vous emmènent au Japon où vient de se clôturer l'exposition universelle d'Osaka. Passez une très belle soirée et à demain, 19 h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, nous sommes définitivement sur une météo très agréable pour un mois d'octobre et ça continue cette semaine. Demain il fera beau, peu de nuages dans le ciel de la Principauté. Le thermomètre affichera 16 degrés le matin et jusqu'à 22 degrés l'après-midi. Le mardi 14 octobre nous fêtons les justes et le 14 octobre c'est aussi la journée nationale de la qualité de l'air. À Monaco, la qualité de l'air est évaluée en continu par 5 postes de surveillance. Bonne nouvelle, nous sommes dans la moyenne avec des données en dessous des limites fixées par l'Europe. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.